Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de décryptage du contexte économique et des marchés financiers. Pour la première fois, j'ai le plaisir d'accueillir Gustavo Orenstein, recherche économique et allocation d'actifs gérant chez Dorval Asset Management. Gustavo, bonjour. Bonjour Caroline. Donc les dernières statistiques indiquent clairement un ralentissement de l'activité. Le thème de la récession est de plus en plus présent dans le narratif des investisseurs, mais toutes les zones géographiques ne sont pas logées à la même enseigne et c'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Nous parlons de récession, mais Gustavo, la récession est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers ? Oui, alors paradoxalement, une récession c'est souvent perçu comme mauvais, forcément. L'économie ralentit, le chômage monte, les résultats des entreprises commencent à baisser. Mais nous sommes dans un moment assez particulier dans l'économie mondiale. D'abord, nous sommes dans cette période post-Covid qui continue beaucoup de marquer l'économie, les problèmes de goulets d'étranglement, les problèmes d'inflation. Et c'est dans ce cadre-là où un ralentissement, quelque part, est une solution, ou en tout cas une réponse à ce problème d'inflation. Donc aujourd'hui, le ralentissement, il est désiré, voire même une récession, du moment qu'elle reste une récession limitée, elle est finalement désirée par notamment les banques centrales. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et ça, c'est valable sur toutes les zones géographiques, que ce soit les États-Unis, l'Europe ou même l'Asie ? Alors non, il y a beaucoup de divergences en ce moment entre les différentes zones. Un ralentissement, voire même une petite récession, serait plutôt désirable aux États-Unis. Elle est même recherchée par la Réserve fédérale américaine qui monte ses taux justement pour provoquer ce ralentissement. En revanche, pour la zone euro, c'est un peu différent car le gros du ralentissement de la zone euro vient d'abord et avant tout du choc énergétique. C'est donc un problème de choc d'offre, d'un choc sur le prix du gaz essentiellement, et ça n'est pas vraiment un besoin de ralentissement. Donc la situation est un petit peu différente. Et l'Asie, encore une autre situation également différente, puisque la Chine est déjà en fort ralentissement et on perçoit aujourd'hui plutôt des signaux de stabilisation, voire de réaccélération de la Chine et donc de l'ensemble de l'Asie. Donc des positions assez différentes d'un point de vue cyclique. Et le ralentissement sera suffisant pour ralentir l'inflation ? Alors c'est effectivement une question importante et pour ça il faut bien comprendre les différents niveaux d'inflation. Aujourd'hui l'inflation qui est trop importante clairement dans le monde a trois raisons, trois grandes couches on va dire d'inflation. La première c'est celle qui vient vraiment du Covid. Le Covid a laissé beaucoup de traces dans l'économie mondiale, un peu une sorte de Covid long mais pour l'économie. Puisqu'aujourd'hui, les goulets d'étranglement, les difficultés de production, tout ça crée des tensions inflationnistes. Donc c'est la première couche d'inflation. Et cette couche d'inflation, on a quand même quelques bonnes nouvelles. Peu à peu, ça semble s'arranger, mais c'est très lent, mais on est dans cette direction-là. Deuxième couche d'inflation, plus récente, c'est celle qui est liée à l'énergie et au choc pétrolier, donc essentiellement lié au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc ce choc crée évidemment beaucoup de perturbations, d'abord dans l'énergie, notamment le gaz en Europe, et puis pour l'alimentation aussi. On sait que notamment les prix du blé, les céréales. Donc il y a un deuxième morceau d'inflation. Et là aussi, je dirais qu'elle est gênante, mais on commence à avoir quelques bonnes nouvelles, notamment dans le prix du pétrole qui commence à baisser, et également d'autres matières premières. Donc les matières premières sont en train de baisser aujourd'hui, c'est également un signal important. Et la troisième morceau de l'inflation, c'est celle qui est liée à la demande domestique. On va dire, pour simplifier, liée au marché du travail. Lorsque le marché du travail est très chaud, très tendu, alors il y a cette inflation de troisième niveau. Et c'est cette inflation que vraiment veulent contrôler les banques centrales. C'est vraiment celle-là. Et celle-là, elle est plus persistante et plus difficile à combattre. Et si on regarde les trois composantes de l'inflation, laquelle est la prédominante, je dirais, sur la zone Europe versus la zone américaine, par exemple ? Alors effectivement, il y a une grande différence entre ces deux zones. Clairement, aux États-Unis, la partie domestique, liée à la surchauffe domestique, est beaucoup plus importante. On va dire à peu près 60% de l'inflation américaine est plutôt d'ordre domestique. En revanche, en Europe, c'est l'inverse. Le gros de l'inflation vient d'abord et avant tout du choc énergétique. C'est 60% de l'inflation européenne qui vient de l'énergie. Donc il y a vraiment des situations très, très contrastées. Quant à l'Asie, eh bien, directement, il n'y a pas d'inflation ou très peu d'inflation. Quand on regarde les niveaux d'inflation au Japon, ils sont vraiment très faibles et ils sont entièrement liés à l'énergie et à l'alimentation. Ce qui rend difficile l'exercice des banques centrales, notamment en Europe, puisque avec l'augmentation des taux d'intérêt, ce sera difficile pour elles d'arriver à maintenir une inflation liée à l'énergie. Absolument, et on sent bien que cette période d'inflation, quelque part, est beaucoup plus gênante pour la Banque centrale européenne que pour la Réserve fédérale. La Réserve fédérale veut faire ralentir l'économie, et donc sa politique va bien dans ce sens-là, et il n'y a pas trop d'ambiguïté. C'est évidemment difficile à piloter et à faire accepter, mais au moins il y a une vision assez claire de ce qu'elle doit faire.
du côté de la Banque centrale européenne, il y a vraiment une difficulté parce que le type de choc que subit l'économie européenne est dit stagflationniste, c'est-à-dire qu'à la fois ralentit l'économie assez fortement et augmente les prix. Ce qui met donc la Banque centrale européenne dans une position plus délicate quelque part que la Réserve fédérale. Donc nous allons voir aussi si cette différence de positionnement dans les cycles économiques ne crée pas des opportunités en termes de diversification de portefeuille dans notre deuxième partie. Avant de revenir sur les zones géographiques, j'aimerais qu'on revienne sur le marché des actions parce que les corrections ont été très fortes depuis ce début d'année. Est-ce que ce n'est pas non plus le moment de revenir sur ce marché, sur cette classe d'actifs? Alors effectivement, aujourd'hui, notamment sur la classe d'actifs actions, il y a énormément de risques, soyons clairs. Le scénario, on l'a décrit brièvement tout à l'heure, est très compliqué d'un point de vue macroéconomique, mais en même temps, face à ces risques, il commence à y avoir des primes de risque importantes. Et non seulement des primes de risque importantes, donc c'est-à-dire des valorisations relativement faibles et attractives dans beaucoup de marchés d'actions dans le monde. Quand on parle de primes de risque, on veut dire que le risque que l'on va prendre est bien rémunéré, c'est ça? Absolument, c'est-à-dire que plus, pour faire simple, plus la valorisation d'une action ou d'un indice est faible, plus le rendement qu'on peut espérer est élevé. Et dans ce rendement espéré, une partie de ce rendement sert à couvrir justement des risques. C'est-à-dire que les choses ne se passent pas aussi bien qu'on pouvait l'imaginer. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une comparaison entre les risques clairs qui existent et qui sont possibles et les primes de risque. Il faut bien vraiment équilibrer les deux. Pour investir, ce n'est pas simplement essayer de comprendre les risques qui vont arriver, mais aussi de ce qui est, comme on dit, pricé, c'est-à-dire ce qui est déjà intégré dans le cours des actions. Et là, beaucoup de choses ont déjà été intégrées. Le positionnement des investisseurs aujourd'hui est déjà très, très prudent. Il y a beaucoup d'anxiété chez les investisseurs et dans les marchés, beaucoup de cash dans les portefeuilles. Et donc forcément, on est à un moment aujourd'hui où se pose cette question. Cette question est légitime. Il y a encore quelques mois en arrière, ça nous semblait beaucoup trop tôt de se poser cette question. Aujourd'hui, elle est légitime. Il commence à y avoir un certain équilibre. Et donc, effectivement, on peut commencer à regarder et à s'interroger, à revenir sur le marché action. Si on revient sur vos portefeuilles, aujourd'hui, vous avez du cash, vous l'avez évoqué rapidement, et des actions. Absolument, dans les portefeuilles internationaux que nous gérons, nous n'avons pas d'obligation en portefeuille, ça c'est un des traits du moment. Nous avons uniquement un portefeuille très simple avec des actions et du cash, simplement. Je dirais que l'exposition aux actions reste pour l'instant modérée, mais avec quand même l'idée que nous pourrions, dans les prochains mois, revenir sur le marché action, étant donné, encore une fois, ce que je disais, c'est-à-dire un certain équilibre maintenant entre les risques et les primes de risque. Et on a parlé dans la première partie des différentes zones géographiques. Est-ce que le positionnement sur les différences sur les cycles économiques ne crée pas des opportunités sur certaines zones plus que sur d'autres aujourd'hui? Oui, ça c'est très très important, c'est-à-dire que bien comprendre que cette différence de cycle et d'inflation également entre les différentes zones géographiques donne beaucoup d'intérêt à la diversification internationale. Donc vraiment avoir un portefeuille très diversifié internationalement, particulièrement en ce moment, me semble être vraiment un bon conseil. Nous, dans nos portefeuilles, nous sommes bien sûr très diversifiés et nous avons un tropisme vers l'Asie, et notamment vers l'Asie développée, c'est-à-dire le Japon, qui est le plus gros marché d'Asie développée, qui nous semble avoir pas mal de caractéristiques intéressantes. D'abord, peu d'inflation. Aujourd'hui, donc une banque centrale qui n'est pas anxieuse de lutter contre une inflation qui serait trop problématique. Également le côté de la politique budgétaire, on sait qu'elle est en difficulté un peu partout dans le monde, mais pas au Japon, il y a encore de la place et de la volonté de l'utiliser pour soutenir l'activité économique. Mais est-ce que le Japon ne serait pas en retard, comme on l'a pu l'observer sur l'Europe par exemple, pour combattre l'inflation par la suite? Alors, c'est quelque chose que vous anticipez également? Aujourd'hui, quand on regarde justement la dynamique de l'inflation au Japon, elle est extrêmement faible, vraiment entièrement liée à des aspects énergétiques, ce qui veut dire que la Banque centrale n'a pas grand-chose à faire pour lutter. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'attendre que les prix des matières premières se calment peu à peu, ce qu'elles sont déjà en train de faire. Donc je crois qu'on est plutôt dans une bonne position. Et par ailleurs, le taux de change japonais, le yen, est extrêmement bas aujourd'hui, extrêmement faible. Donc ça milite non seulement pour investir au Japon, mais pour investir au Japon sans se couvrir contre le risque de change, c'est-à-dire d'embarquer dans l'investissement le yen, qui aujourd'hui est à des niveaux extrêmement sous-évalués.
Et le Japon aussi peut bénéficier du réveil de la Chine, qui est aujourd'hui encore en léthargie. Absolument, et on sent que la Chine peu à peu est en train de se stabiliser, pourrait rebondir, même si clairement c'est une économie qui traverse une situation qui est difficile. Mais vous savez, les marchés financiers sont faits à la marge, c'est un peu cette amélioration marginale qu'on peut anticiper, et le Japon est forcément, au moins géographiquement, bien placé pour bénéficier de cette reprise. Donc si on résume, on a un ralentissement bénéfique aux États-Unis, une Europe un peu plus compliquée, et puis un peu d'espoir du côté du soleil levant. Absolument, et donc plus que jamais, bien diversifier ses portefeuilles et quand même profiter des opportunités, même dans un environnement compliqué. Merci beaucoup, Gustavo. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Décrypte Hebdo.